Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouveau numéro de l'Exode-Call, aujourd'hui numéro 76. Et pour ce numéro, je vous propose un exercice assez rude qui va flirter avec les limites du programme de classe préparatoire aux grandes écoles. Bon, c'est pas la première fois que ça arrive, hein. Il y a déjà eu des Exode-Call et des petits Exode-Call qui flirtent avec les limites du programme. Mais bon, ici particulièrement parce qu'il y a quelques termes qui normalement devraient vous sauter aux yeux et qui vous disent ah oui, bah ça c'est quelque chose qu'on ne voit pas en classe préparatoire aux grandes écoles. Certes, je vais vous justifier tout ça. Laissez-moi dans un premier temps énoncer l'exercice. Nous avons un anneau commutatif intègre newtonien et on aimerait montrer que tout élément non nul et non inversible de A peut s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Alors, je vais vous justifier pourquoi je propose cet exercice en banque d'exercices de colle, parce que ça peut être assez étonnant que je propose cet exercice alors que la notion d'anneau newtonien n'est pas au programme. Mais avant ça, j'aimerais d'abord vous expliquer d'où vient cet exercice. Alors cet exercice vient de cours particuliers que je donne à un élève qui est en train de se préparer pour les concours d'agrégation interne. Sébastien, je te salue si tu vois cette vidéo. Et en fait, pendant sa préparation, on s'est attaqué à des structures d'anneaux, notamment les structures d'anneaux euclidiens. Les anneaux euclidiens, c'est quelque chose que nous avons vu lors d'un précédent Exode-Call que je pourrais mettre en référence en description, si ça vous intéresse. Donc les anneaux euclidiens, pour la faire très courte, c'est les anneaux dans lesquels on peut faire de la division euclidienne, hein, vraiment, c'est ça l'idée. On a les anneaux principaux, ça c'est quelque chose qui est au programme de classe préparatoire. Donc les anneaux principaux, pour rappel également, c'est dire que n'importe quel idéal dans l'anneau est engendré par un seul élément. Donc c'est ça l'idée d'un anneau principal. Il y a la notion d'anneau factoriel, et anneau factoriel c'est une généralisation de quelque chose que vous connaissez, notamment pour les entiers. Vous savez que n'importe quel entier peut s'écrire comme produit de nombres premiers, et ce de manière unique. Eh bien l'idée d'un anneau factoriel, c'est de pouvoir dire que n'importe quel élément dans l'anneau peut s'écrire comme produit d'éléments irréductibles. Et ce de manière unique. Donc la décomposition va être unique à permutation des éléments près et également à association des éléments irréductibles. Donc quand je dis association, c'est-à-dire deux éléments irréductibles sont associés si et seulement si pour passer de l'un à l'autre, on doit multiplier par un élément inversible. Donc anneau factoriel, hein, vous remarquerez que l'énoncé, la chose qu'on veut chercher à démontrer, n'est pas si loin de la notion d'anneau factoriel en fait, puisque cette propriété-là, c'est exactement demander à ce que n'importe quel élément puisse s'écrire comme produit d'éléments irréductibles. Mais le problème ici, hein, pour la question d'anneau newtonien, c'est qu'on n'a pas forcément unicité de la décomposition de n'importe quel élément comme ça sous forme de produit d'éléments irréductibles. Et la notion newtonienne, elle intervient justement pour essayer de faire un lien entre les différentes structures d'anneaux. Notamment, il y a un lien assez fort entre ces anneaux qui est le suivant. Un anneau euclidien est un anneau EST principal. Ok, donc on a une implication dans ce sens, mais pas dans l'autre. Hein. Et puis un anneau principal, c'est un anneau factoriel. Donc pareil, on a une implication dans un sens, mais pas dans l'autre. Et donc en fait, pour prouver qu'un anneau principal est un anneau factoriel, à condition qu'on travaille avec un anneau commutatif intègre, pour montrer cette implication-là, on passe à travers la notion de newtonianité d'un anneau. Et la notion de newtonianité, je vais vous amener cette définition un petit peu plus tard, mais vous allez voir qu'en fait, c'est quelque chose qui peut vraiment se comprendre en deuxième année de classe préparatoire. Peut-être un petit rappel aussi rapide, mais j'aurai l'occasion de l'écrire. Un élément irréductible, c'est juste un élément qui ne peut pas s'écrire comme produit de deux autres éléments de l'anneau. En gros, l'idée c'est ça. Bon, je vais bien sûr écrire une définition propre dans quelques instants, mais maintenant j'aimerais vous justifier, parce que je vous ai donné donc d'où vient cet exercice. J'aimerais d'abord, maintenant, avant de vous donner les définitions et vous rappeler certaines choses, vous expliquer pourquoi je propose cet exercice dans cette banque. Alors en fait, la notion d'anneau newtonien, c'est quelque chose qui peut très bien se comprendre en deuxième année de classe préparatoire. Je vais peut-être même me permettre d'écrire tout de suite une définition. Donc, définition. Un anneau A est donc à condition qu'on suppose qu'il est commutatif intègre et newtonien si et seulement si tout idéal de A est de type fini. Qu'est-ce que ça veut dire ce truc-là? Ça veut dire que tout idéal est engendré par un nombre fini d'éléments. Tout simplement.
Donc c'est ça l'idée d'un anneau noethérien. Et vous en connaissez déjà des anneaux noethériens, hein, les anneaux noethériens, donc ça doit être des anneaux dans lesquels les idéaux sont engendrés par un nombre fini d'éléments. Vous en connaissez, notamment Z, notamment K crochet X, d'accord. Ces anneaux-là sont des anneaux qui sont noethériens, car ils sont principaux. Et un anneau principal, ça veut dire quoi? Ça veut dire n'importe quel idéal est principal, autrement dit, n'importe quel idéal est engendré par un seul élément. Donc c'est un cas particulier de anneau noethérien. Et donc voilà des exemples d'anneaux dans lesquels vous avez la noethérianité. Des anneaux classiques que vous connaissez bien. Alors laissez-moi juste donner quelques précisions. Je vous rappelle qu'on travaillera dans un cadre anneau commutatif intègre, ce qui explique pourquoi je n'ai pas précisé idéal à gauche, idéal à droite. C'est pareil, il y a des notions de noethérianité à gauche et à droite, hein. Tout simplement parce qu'il peut y avoir des questions de non-commutativité qui font que la notion d'idéal à gauche et idéal à droite ne sont pas les mêmes. Mais ici, idéal à gauche c'est la même chose que idéal à droite, c'est la même chose que idéal bilatère finalement. Et donc bon, ici ce que j'entends par idéal, c'est vraiment idéal bilatère. Okay, je ne l'écrirai pas parce que bon bah on travaille dans un anneau commutatif donc tout est confondu. Je dirais juste idéal hein, tout le long de cette vidéo. Donc voilà, vous en connaissez en fait des anneaux noethériens et donc notamment en fait n'importe quel anneau principal est un idéal, enfin est un anneau noethérien, c'est ça que je veux dire. Donc voilà, alors ça déjà, la notion de noethérianité, vous voyez, j'espère que cette définition n'est pas si difficile à comprendre. Et je pense que maintenant que je vous ai défini ce que ça veut dire noethérien, tous les termes qui apparaissent dans cet énoncé devraient être connus en classe préparatoire, en deuxième année de classe préparatoire aux grandes écoles, donc plus précisément. Donc ça c'est une raison, bon certes pas très forte pour l'instant, mais c'est une raison pour laquelle je peux proposer cet exercice à vous en classe préparatoire. La deuxième raison pourquoi je peux proposer cet exercice, c'est parce que c'est typique, c'est un exercice typique qu'on pourrait poser pour des oraux de concours. Donc notamment les oraux de concours ENS, X, mais éventuellement des oraux différents comme Centrale ou les grandes mines. En effet, ça peut arriver que certains sujets d'oraux vous fassent manipuler des notions que vous ne connaissez pas, que vous découvrez sur le tas. Et il va falloir démontrer des choses à partir d'une notion que vous découvrez, en fait, finalement. Et là, notamment, la notion de noethérianité, c'est une notion que vous ne connaissez pas, que vous êtes en train de découvrir, et qu'on vous invite, donc, à manipuler. Et ça arrive hein, dans des oraux. Moi, ça m'est arrivé d'ailleurs en oral à Centrale de mathématiques. Ça m'est arrivé que de tomber sur un sujet où on me fait manipuler une notion. Alors, je ne sais plus quelle était exactement cette notion, mais je sais qu'on m'avait fait manipuler une notion autour des polynômes. Une notion que je ne connaissais pas. Et le but était de démontrer des choses par rapport à cette notion. Donc ça peut tout à fait arriver, hein, ce genre de choses peut tout à fait arriver, et c'est déjà arrivé plusieurs fois par le passé, notamment donc, pour les oraux ENS et X, vous me direz pas surprenant, mais c'est vrai que ça arrive également pour d'autres concours comme les grandes mines ou comme Centrale. Donc je pense que ça peut être bien de vous frotter à ces exercices qui vous fassent manipuler des notions qui sont compréhensibles en deuxième année de classe préparatoire, mais qui sont vraiment à ras du programme, voire pas du tout au programme. Donc là, la notion de noethérianité, c'est quelque chose qui n'est pas au programme de classe préparatoire, mais qui pourtant peut se comprendre pour un élève de deuxième année de classe préparatoire. Et donc l'idée, c'est d'essayer de vous faire manipuler pour démontrer quelque chose, et là, bon, ça relève plutôt de l'intérêt mathématique de l'exercice, c'est pour vous faire démontrer quelque chose qui généralise une notion de décomposition en produit d'éléments premiers ou d'éléments irréductibles. Pour Z, en effet, n'importe quel élément, n'importe quel entier, comme je l'ai rappelé, peut s'écrire comme produit. Chez X, c'est pareil, n'importe quel polynôme peut s'écrire comme produit, de manière unique, comme produit de polynômes irréductibles, que ce soit dans C crochet X ou dans R crochet X, et de même dans Q crochet X, en fait. Donc on peut même généraliser. Mais vraiment, il y a cette question-là de décomposer n'importe quel élément en produit d'éléments irréductibles, en produit d'éléments premiers, qui se généralise, et en fait se généralise dans des anneaux très 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 larges, une famille d'anneaux très large, parce qu'en fait neutérien c'est beaucoup plus large que les notions d'anneaux qu'on a pu rencontrer jusqu'à maintenant, en tout cas en classe préparatoire. Donc c'est vraiment, voilà, je pense là ça relève de l'intérêt mathématique, et ça peut être aussi une justification de pourquoi cet exercice peut être intéressant pour des deuxième années de classe préparatoire. Et je pense, maintenant que je vous ai expliqué en quoi cette notion de noethérianité n'est pas si méchante, c'est vraiment cette question que oui, l'énoncé de l'exercice peut être tout à fait comprise pour un deuxième année de classe préparatoire, à condition
qu'on lui donne cette définition. Et de plus, une résolution de cet exercice est tout à fait atteignable également pour un deuxième année de classe préparatoire. Aussi, bien sûr, à condition qu'il ait un assez bon niveau, hein, je peux l'admettre. Mais sachez vraiment que voilà, la résolution que je vais vous proposer va être tout aussi intéressante. Et puis c'est pour vous faire toucher aussi des structures différentes hein, que les anneaux que vous avez l'habitude de manipuler. Donc ça aussi, ça peut être un intérêt, car à la fin de cette résolution, j'aimerais vous montrer un exemple d'anneau bien particulier qui est neutérien, mais qui ne va pas être factoriel. Et puis ensuite vous donner un exemple d'un anneau qui n'est pas neutérien. Je pense que ça peut être très intéressant de voir ça également. Et je parle aussi pour les étudiants potentiellement qui préparent l'agrégation, qui regardent cette vidéo. Ça aussi, je pense que ça peut être très utile. Donc voilà, j'espère avoir justifié vraiment l'intérêt de cet exercice à travers ces quelques mots. J'aimerais maintenant juste rappeler la définition de ce que ça veut dire un élément irréductible avant de lancer l'exercice. Donc, définition, on dira qu'un élément P dans l'anneau A est irréductible si et seulement si, alors plusieurs choses. La première, c'est que P doit être non nul et P est non inversible. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que si P s'écrit comme produit d'éléments de A, alors ça veut dire que on va avoir soit A qui est inversible ou B qui est inversible. Donc ça revient à cette idée qu'on ne pourra pas écrire un élément irréductible comme le produit de deux éléments qui ne sont pas inversibles. En gros, ça revient vraiment à cette idée-là. Donc voilà ce que ça veut dire irréductible. Et donc en particulier, si je travaille dans Z, les éléments irréductibles correspondent exactement au nombre premier. Pour K crochet X, les éléments irréductibles seront, donc si c'est C crochet X, ce seront des polynômes de degré 1. Si c'est R crochet X, ça peut être des polynômes de degré 1 et des polynômes de degré 2 avec un discriminant négatif. Voilà. Donc ça, c'est la notion d'irréductibilité pour n'importe quel anneau. Très bien. Peut-être que ça peut être bien que je vous rappelle rapidement aussi ce que ça veut dire un anneau intègre. Donc je vais peut-être le faire rapidement aussi. Définition, un anneau A est intègre. Si et seulement si, pour n'importe quel produit qui vaut 0, eh bien on va avoir soit l'un des facteurs qui doit valoir nécessairement 0. Donc A égale 0 ou B égale 0. Donc voilà ce que ça veut dire intègre. Okay, c'est une propriété qu'on a fortement l'habitude de voir, hein, notamment quand on veut résoudre des équations, hein, ça, en troisième, cette propriété d'avoir un produit qui vaut 0, alors l'un des deux facteurs vaut 0, voilà, c'est un truc qu'on utilise beaucoup pour R et pour C, mais à savoir que ce genre de propriété n'est pas vérifié pour n'importe quel anneau, et un exemple d'anneau pour lequel ce n'est pas vérifié, c'est par exemple l'anneau des matrices. Voilà, ça c'est un exemple typique. Bon, très bien, alors maintenant que j'ai dit tout ça, et que je vous ai fait que je vous ai donné 2-3 mots autour donc de ces différentes définitions, c'est maintenant que je vais inviter les élèves qui ont un niveau au-delà de deuxième année de classe préparatoire, car il y en a qui regardent ces vidéos et qui peuvent être intéressés, je vous en remercie d'ailleurs. Et parmi eux, je pense que la notion de neutérialité et tout ça, ce sont des choses qu'ils ont peut-être eu l'occasion de manipuler. Et dans ce cas-là, pour ces élèves-là, je les invite tout de suite à faire une pause sur la vidéo pour essayer de résoudre cet exercice avant que je ne dise quoi que ce soit concernant donc une résolution. Pour les autres, notamment ceux qui sont en deuxième année de classe préparatoire, ou peut-être première année, si ceux qui veulent voir un petit peu à quoi ça ressemble, ou même en deçà, mais là dans ce cas-là, il faudrait quand même avoir quelques notions d'anneaux et tout ça en tête. Eh bien, je vais vous donner une trame, et en fait je vais vous donner un mini-exercice à faire, et avec ce mini-exercice, on va réussir à démontrer ce qu'on veut. Donc voilà le mini-exercice que je vais vous proposer. Hop. Il va se faire en quelques étapes. Alors quand je dis mini-exercice, c'est vraiment parce que l'énoncé de l'exercice n'est pas trop long, mais bien sûr pour le démontrer, il faut un petit peu plus de travail. Mais l'exercice sera le suivant, on va le faire en deux étapes. La première étape, c'est on va démontrer quelque chose qui est vrai en fait pour n'importe quel anneau neutérien, qui va être très intéressant. Et en fait, c'est aussi une caractérisation d'un anneau neutérien. On ne va pas démontrer une équivalence, on ne va pas avoir besoin de l'équivalence, je vais juste faire un sens direct. Donc on va montrer que, donc là on a un anneau neutérien, hein, donc pour A, anneau, donc toujours commutatif, intègre, neutérien,
on a la propriété suivante. Tout ensemble non vide d'idéaux, donc tout ensemble non vide d'idéaux de A admet un élément maximal. Donc là, on va montrer une implication. Si j'ai un anneau commutatif intègre noethérien, alors on a cette propriété assez étonnante de pouvoir trouver un élément maximal dans n'importe quel ensemble d'idéaux non vides. Ça peut être assez surprenant comme résultat, mais en fait c'est vrai, hein, ce résultat est assez vrai. Et en fait, c'est une autre caractérisation des anneaux noethériens. Donc en fait, un anneau noethérien, si et seulement si, on a aussi cette propriété-là. C'est pas évident, mais enfin c'est pas évident. Ça demande un peu de réflexion. En tout cas, ça peut être un petit peu plus facile pour les élèves qui ont l'habitude, qui ont déjà vu ce genre de notion, mais pour les élèves qui découvrent ce genre de notion, ça demande un peu plus de travail. Là, je n'ai pas besoin d'équivalence, je vais juste me contenter de montrer l'implication. Donc ça, c'est la première chose que j'aimerais que vous fassiez. Et la deuxième chose, alors je tiens aussi à préciser rapidement, un élément maximal, ça ne veut pas dire un maximum. Ça veut juste dire qu'il doit y avoir un élément dans l'ensemble, tel qu'il ne peut pas y avoir d'autres éléments dans l'ensemble qui sont plus grands que cet élément. C'est ça que ça veut dire avoir un élément maximal. Okay, c'est pas un maximum, hein, qu'on se le dise. Un élément maximal, c'est juste dire, j'ai un élément, tel qu'il n'y a pas un élément plus grand qui appartient également dans l'ensemble. Et donc, bon, deuxième partie, on va travailler un ensemble d'idéal bien particulier. Je vais appeler donc soit I, l'ensemble des idéaux engendrés par un seul élément A, tel que A, donc je vais demander à ce que A soit non inversible, non nul, non inversible, et ne peut pas s'écrire comme produit fini donc ne peut pas s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Voilà, pas mal de conditions. Et donc ce que je vais vous demander, c'est en supposant donc que I est non vide, aboutir à une contradiction. Et je pense que vous devriez le sentir venir en voyant cette chose, qu'il va falloir utiliser la notion d'élément maximal. Car là, ce I, c'est un ensemble d'idéal. D'accord? Là, ici, cette notation, c'est pour dire que c'est l'idéal qui est engendré juste par A. Okay, donc, on a un ensemble d'idéal non vide. Donc, si cet ensemble d'idéal est non vide, il doit exister un élément maximal. Et il va falloir utiliser cette question-là, hein, cette première question, cette implication dans la première question, pour aboutir à une contradiction ici. Ça demande encore du boulot après avoir utilisé cette propriété, mais ce boulot, il est tout à fait atteignable pour n'importe quel élève, je pense, qui est en deuxième année de classe préparatoire. Il faut un petit peu de réflexion, je vous l'accorde, mais je pense que ça peut vraiment s'atteindre si on a bien compris comment ça marche, la notion d'irréductibilité et ce genre de choses. Bon voilà, je pense avoir donné donc l'énoncé de l'exercice en entier. Je vous invite donc, et là pareil pour les étudiants en classe préparatoire, je vous invite à faire une pause ou à faire de nouveau une pause pour les autres qui n'avaient peut-être pas réussi à résoudre l'exercice, pour essayer de résoudre donc chacune des questions que je vous ai posées et aboutir donc à ce qu'on veut déterminer, c'est-à-dire qu'en effet n'importe quel élément peut s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Ok, alors on est parti pour une résolution. Et donc je vais commencer par démontrer 1. Donc j'ai un anneau commutatif intègre noethérien, et la question c'est de montrer que tout ensemble non vide d'idéaux de A admet un élément maximal. Bon déjà je vais commencer par prendre un ensemble d'idéaux non vides. Voilà. Donc, soit E, un ensemble d'idéaux non vides de A.
vais commencer par ça. Ça paraît un peu bête, mais c'est comme ça qu'il faut commencer une preuve qui demande ce genre de choses. Et maintenant, je vais jouer par l'absurde et supposer qu'il n'y a pas d'élément maximal. Supposons par l'absurde. Et encore une fois, je vous invite à faire une pause dans la vidéo pour essayer de deviner ce qui va s'en suivre. N'hésitez pas, après avoir vu quelques lignes, à faire une pause puis à essayer d'avancer par vous-même. Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce qui va me permettre d'avancer dans ma résolution? Donc vraiment, n'hésitez pas, hein, c'est l'avantage d'un format vidéo, c'est de découvrir une résolution puis d'y réfléchir en même temps. Donc, supposons par l'absurde que E n'admet pas d'élément maximal. Un élément, ouais, maximo peut-être. Ouais, bon, je vais mettre sans S. Non, donc d'élément maximal. Ok. Et donc, si cet ensemble n'admet pas d'élément maximal, ça veut dire que si je prends un élément dans l'ensemble, il doit nécessairement exister un autre élément dans l'ensemble qui est plus grand. Et donc, en fait, par récurrence relativement évidente, bon, ça demande juste un peu d'écriture, mais par une récurrence assez évidente, on peut construire une suite d'idéaux qui sont inclus strictement les uns dans les autres et qui sont tous dans E. Et une suite qui ne s'arrêtera jamais. Donc, c'est ce que je vais dire. Par récurrence, on a l'existence d'une suite d'idéaux, tels que, eh bien, je vais demander à ce que IN plus 1 soit, ou IN plutôt, soit inclus dans IN plus 1, strictement. Pour tout N. Alors comment on fait cette preuve par récurrence? Je le dis à l'oral, vous commencez par dire ok, j'ai un ensemble qui est non vide, donc ça veut dire que je sais qu'il y a un idéal dedans. Je vais le noter I0. Et puis bon comme cet idéal n'est pas un élément maximal, il doit exister I1 qui doit être plus grand strictement à I0. Puis ensuite, I1 c'est pas un élément maximal, donc il doit exister un autre idéal plus grand strictement I2 qui doit être différent donc de I1. Puis ensuite I3 et ainsi de suite. Voilà. C'est juste par la propriété que nous avons supposé qu'il n'y a pas d'élément maximal. Ok. Bon, alors maintenant que j'ai cette suite d'idéales, je vais construire un nouvel idéal qui va tous les contenir. Qui pourrait être vu comme la limite, quand n tend vers l'infini, de cette suite d'inclusion, en fait, de cette suite croissante d'idéaux. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder l'union. Et j'affirme que cette union elle va être un idéal. Et là, ça va être très intéressant ce qui va se produire. Donc, soit I l'union de tout le monde. J'affirme que ce truc-là est un idéal. Est un idéal de A. Ok, alors si c'est un idéal de A, qu'est-ce qu'il faut démontrer pour que quelque chose soit un idéal de A? Là, il faut se souvenir de la définition de ce qu'est un idéal. Alors, un idéal, ça doit être normalement un sous-groupe additif, ok, qui doit être absorbant. Donc c'est un sous-groupe additif qui doit être absorbant. Donc, sous-groupe additif, bon, alors c'est pas très difficile de s'en convaincre. Donc, additif, si je prends X et Y dans I, je sais que, comme I est une union, il doit exister un entier P tel que X est dans IP, et il existe un entier Q tel que Y est dans IQ. Donc il existe un entier P tel que X est dans IP, et il existe Q, un entier également, tel que Y est dans IQ. Et puis si je prends le max de P et Q, alors X et Y appartiennent au même idéal parce que nous avons une suite d'inclusion. D'accord? Donc si, en posant N égale le max de P et Q, on a X et Y qui appartiennent à IN. Et donc comme IN est un idéal,
je sais que la somme de x et de y doit être dans l'idéal. Donc ça, c'est la propriété d'être un sous-groupe additif. Je sais également que la différence entre x et y doit être aussi dans l'idéal. Donc c'est essentiellement ça que j'avais vraiment besoin. 0 est également un élément de l'idéal aussi, je pourrais ajouter ça. Donc je vais les écrire. Donc on a d'abord que x moins y est un élément de in. Et in, bah, je sais qu'il est inclus dans i, hein, donc pas de problème. Ok, ça marche. Et puis, comme je le disais, 0 est dedans, je pense que c'est assez évident aussi. Donc ça, c'est pour vérifier qu'on a bien un sous-groupe. Bon, après, je suis pas obligé de vérifier 0, hein, mais c'était surtout ça qu'il fallait vérifier. Donc très bien. Et puis, il faut que je vérifie aussi que l'idéal est absorbant. Donc, bah, pour montrer que l'idéal est absorbant, il faut que je prenne x, un élément de i, je vais prendre y, un élément de a, et je veux montrer que x fois y est un élément de i. Comme x est un élément de i, ça veut dire qu'il existe un entier p tel que x appartient à ip. Hein. Je fais exactement la même chose que ce que j'ai fait au-dessus. Donc x appartient à ip. Et maintenant que je sais que x appartient à ip et que ip est déjà un idéal, alors je sais que l'idéal est absorbant, donc ça veut dire que si je fais y fois x ou x fois y, ça reste dans l'idéal. Donc là ici c'est y fois, enfin x fois y, peu importe. De toute façon c'est commutatif, hein, donc je peux écrire le produit dans le sens que je veux, ça change rien. Donc xy, il appartient à ip. Car ip est un idéal et donc il est absorbant. Et donc ip c'est un élément de i. Voilà, gagné. Donc je viens de démontrer que cet ensemble i, construit comme une espèce de limite de la suite des idéaux, ok, eh bien il se trouve être un idéal de a. Bon. Pour l'instant, je n'ai pas encore utilisé la propriété d'être noethérien et c'est maintenant que je vais l'utiliser et que ça va devenir très utile. Puisque bon bah j'ai un idéal, comme j'ai un idéal de A est supposé noethérien, d'après la définition que j'avais notée un petit peu plus tôt, ça veut dire que cet idéal est engendré par un nombre fini d'éléments. Ok, alors je vais effacer... Qu'est-ce que j'efface? Je vais effacer ça peut-être, parce que la preuve du fait que I est un idéal. Je sais pas si ça me suffit, mais on va voir. Ok, donc j'ai ça, et maintenant, comme A est noethérien, I est engendré. Je peux s'écrire comme idéal engendré par un certain nombre d'éléments finis. Avec x1 jusqu'à xr, des éléments de A, que je peux directement supposer comme étant non inversibles et non nuls. Parce que s'il y a des inversibles, ça veut dire que l'idéal que j'ai, c'est directement l'anneau A. D'accord, puisque bon, bah, l'idéal engendré par un élément inversible, ça veut dire que je dois faire l'élément inversible fois tous les éléments de l'anneau A. Et bah, l'élément inversible, si je le multiplie par son inverse, notamment, je vais me retrouver avec 1. Et dès que j'ai un 1 dans un idéal, ça veut dire que finalement tout l'anneau A est dans l'idéal, et donc ça veut dire que l'idéal c'est 1. Donc je me permets tout de suite de supposer que les xi sont non inversibles. Bon, je ne sais pas à quel point c'est utile, mais je vais quand même le dire, donc ils sont non inversibles et non... alors, je réfléchis. Donc non inversible et non... Alors... Réfléchissons 2 secondes. Ok, donc c'est non inversible et je voulais dire non nul. Voilà. Okay. Je voulais un petit bug, mais j'étais en train de me poser la question si ce que j'étais en train de dire a un sens. Je pense que oui, ça marche. Ok, très bien. Et maintenant que j'ai donc ces générateurs, comme je sais que ce sont des éléments qui sont tous dans I, je sais qu'il existe un entier P tel que bah, je dois avoir x1 qui apparaît dans un des IP, je dois avoir x2 qui appartient dans un des IQ, etc., etc. Donc de manière assez générale, comme xi est un élément de l'idéal I, je sais qu'il existe alors PI, un élément entier, tel que xi appartient à IPI. Ok, j'ai ça. Et donc bah, si je prends le max de ces PI, en prenant... Et là, vous allez arriver à une contradiction. Donc en prenant... je sais pas, genre P égale le max des PI, donc P1 jusqu'à PR. Ok.
Si je prends ça, alors je sais que tous les xi appartiennent à IP, d'accord? Donc les xi appartiennent à IP pour tout i. Ok, parce que je vous rappelle qu'on a une suite croissante selon l'inclusion des idéaux, ok? Et donc, bah, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que IP contient I. Donc IP contient I. Mais je savais déjà que IP était contenu dans I. Bon, bah ça veut dire que IP égale I. Et ça, c'est une contradiction par rapport au fait qu'on a une suite croissante stricte d'idéaux. Puisque du coup, IP plus 1 doit être plus grand strict que I. Mais par construction, IP plus 1, il est inclus dans I. Donc on a une contradiction. Ok, donc je vais écrire la contradiction. Je vais passer ici. Or, IP plus 1 est plus moins strict à IP, qui est égal à I. Et bah, normalement, on a déjà que IP plus 1 est inclus dans I. On a une contradiction. Et voilà. Donc on a réussi à amener une contradiction et je vous ai expliqué, voilà, on a notre suite d'idéaux qui sont inclus les uns dans les autres. Cette suite d'idéaux vient du fait qu'on avait supposé qu'il n'y avait pas d'élément maximal, donc ça veut dire qu'il y a bien un élément maximal dans E. Voilà. Donc en fait on a une équivalence en fait, hein, je ne le démontre pas, mais on a une équivalence complète entre le fait d'avoir un anneau neutérien, commutatif intègre neutérien, et le fait que n'importe quel ensemble d'idéaux non vide admet un élément maximal. Et c'est aussi équivalent à dire que n'importe quelle suite, parce que là on utilise quelque chose entre deux, qui est aussi une caractérisation des anneaux neutériens, n'importe quelle suite d'idéaux croissante est stationnaire. Ça c'est aussi une autre propriété qui caractérise les anneaux neutériens. Je le dis, c'est parce que ça peut être sympa de le savoir. Donc voilà, ok. Donc on a normalement une équivalence entre ce que je viens de démontrer et tout ça. Je ne vais pas faire l'équivalence, là on a montré juste juste dans un sens et ça va me suffire pour la suite. Donc voilà, on vient de démontrer que n'importe quel ensemble d'idéaux non vides admet un élément maximal. Encore une fois, n'hésitez pas à faire des pauses, à faire demi-tour sur la vidéo, s'il y a des choses que vous n'avez pas très bien compris. Vraiment, c'est fait pour ça. Donc, si vous avez besoin de réentendre quelque chose, une explication, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Ok. Alors maintenant que j'ai démontré le premier point, je vais me lancer pour démontrer le deuxième point. Et donc le premier point, vous avez vu en quoi en fait l'hypothèse neutérienne est importante. Maintenant, deuxième point. Je considère un I, un ensemble d'éléments qui est engendré ici par des éléments, donc un élément non nul, non inversible, et qui peut s'écrire comme ça. Alors c'est vrai que normalement il y a un petit truc que auquel je devrais faire attention dans un premier temps, c'est de savoir est-ce qu'il y a bien des éléments non inversibles. C'est vrai que c'est une question qu'il faudrait se poser et je vais y répondre tout de suite. S'il n'y avait pas d'éléments non inversibles, ça veut dire que l'anneau en question est un corps, et dans ce cas-là, il n'y a absolument rien à démontrer. Bon, si on y réfléchit un petit peu, c'est normal qu'il n'y ait rien à démontrer. Puisque dans un corps, tout élément non nul est inversible. Du coup, cette propriété qui commence par pour tout élément non nul et non inversible, bah, ça veut dire que c'est pour tout élément dans un ensemble vide. Et là, la logique, toutes les propriétés élémentaires de logique nous permettent de dire que bah, si j'ai une proposition qui commence par pour tout élément appartenant à l'ensemble vide, alors la proposition est toujours vraie. Tout simplement parce que son contraire est toujours faux. Quand il existe un élément dans l'ensemble vide, ça n'a pas de sens. Ça c'est faux. D'accord? Donc du coup son contraire, n'importe quelle proposition contraire à quelque chose qui commence par il existe un élément dans le vide, commence donc par pour tout élément dans l'ensemble vide, et du coup cette propriété devient vraie. Okay, donc je vais tout de suite le dire quand même, parce qu'on pourrait se poser cette question-là, et peut-être que vous vous l'êtes posée. Eh bien, bon, j'y réponds peut-être tardivement, mais j'y réponds maintenant. Donc si A est un corps, en fait on n'a rien à démontrer. Autrement dit, la propriété est vraie tout de suite, de manière automatique. Il n'y a rien à faire. D'accord? Puisqu'il n'y a pas d'élément inversible non nul. Donc il n'y a pas d'élément non inversible non nul.
Maintenant, si je suppose que A n'est pas un corps, il existe bien des éléments non inversibles, non nuls, et maintenant je peux supposer par l'absurde que cet ensemble-là est non vide. Donc ok, supposons que A n'est pas un corps. Donc on a décidé de supposer que I, qui est donc cet ensemble-là, je ne vais pas réécrire tout, on a décidé de dire que ce truc-là est non vide par l'absurde. Et donc, d'après ce que j'ai démontré dans le premier point, j'ai un ensemble d'idéal là-dedans, hein, non vide. Donc ça veut dire qu'il doit y exister un élément maximal. Ok, donc il existe, donc d'après 1, il existe un élément maximal qu'on va noter juste tout simplement engendré par un élément A. Bon, je pourrais mettre A0 si vous voulez. Voilà, on va mettre A0. Donc il existe un élément maximal qui appartient à I. D'accord ? Et cet élément maximal, bah, le A0 doit vérifier les propriétés qui sont énoncées. Donc c'est-à-dire que c'est non nul, c'est non inversible, et ça peut s'écrire comme produit fini d'éléments. Ça ne peut pas s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Ok, très bien. Bon, alors A0, donc comme il ne peut pas s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles, ça veut dire en particulier que ça ne peut pas être un élément irréductible. Parce que si c'était un élément irréductible, ça veut dire que A0, bah, juste cette écriture-là, c'est un produit fini d'éléments irréductibles. D'accord ? Donc A0 n'est pas irréductible, ça veut dire qu'il doit exister deux éléments non inversibles, non nuls, qui sont tels que A0 s'écrit comme produit de ces deux éléments. Donc, comme A0 ne peut s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles, A0 n'est pas irréductible. Alors, comme je viens de le dire, ça voudrait dire alors que A0 s'écrit comme produit fini d'irréductible. Il s'écrit juste A0. C'est un produit avec un seul facteur. Donc il n'y a pas de problème. Et donc du coup, ça serait une contradiction par rapport à ce qu'on est en train de faire. Donc c'est pas possible. Ok, on a un élément donc A0 qui n'est pas irréductible. Ok, et s'il n'est pas irréductible, ça veut dire qu'il existe deux éléments non inversibles qui s'écrivent, qui peut s'écrire A0 égale le produit de ces deux éléments non inversibles. Très bien. Donc il existe alors B0 et C0, deux éléments de A, non nuls et non inversibles. Non nuls et non inversibles. Tel que A0 s'écrit comme produit de B0, C0. Alors je ne sais pas si vous me voyez venir, mais ce qui va se passer, c'est qu'on va jouer avec le dans l'autre sens. A0 va être strictement inclus dans B0 ou dans C0, l'idéal engendré par B0 ou C0. Mais comme A0 est un élément maximal, ça veut dire automatiquement que l'idéal engendré par B0 ou l'idéal engendré par C0, les deux, en fait, vont être des idéaux qui ne peuvent pas être dans I. Et du coup, bah, comme on a pris des éléments qui étaient non nuls, non inversibles, la seule propriété qui n'est pas vérifiée pour B0 et C0, c'est la propriété de ne pas pouvoir s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Et donc ça va vouloir dire que B0 et C0, ce sont des éléments qui s'écrivent comme produits finis d'irréductibles. Et du coup, ça va amener à une contradiction. Là, je vous ai donné ce que je viens de dire à l'oral, c'est le plan d'attaque pour la fin de la preuve. Donc, ce que j'affirme dans un premier temps, c'est que on a une inclusion qui normalement devrait vous sembler évidente, c'est que l'idéal de A0 est inclus dans l'idéal engendré par B0.
Donc, trivialement, on a A0, l'idéal engendré par A0, qui est inclus dans l'idéal engendré par B0. Et c'est la même chose pour C0. Alors la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir égalité? Et on va le montrer maintenant. Donc je vais le faire juste pour un des deux et l'autre, ça sera évident. Donc si l'idéal engendré par A0 était égal à l'idéal engendré par B0, ça veut dire que, donc ça va impliquer, alors, on va pouvoir écrire A0 comme B0 fois C0, bon d'accord, mais B0 peut s'écrire comme A0 fois quelque chose. Donc ça veut dire que je peux écrire en fait qu'on a A0, C0, D0. En disant que B0 s'écrit comme A0 fois D0. Donc là ça vient du fait que B0 doit être dans l'idéal engendré par A0, donc ça veut dire que B0 s'écrit comme produit de A0 avec un élément qu'on a appelé D0 ici. Or, je vous rappelle que l'anneau est intègre, et c'est là où l'utilisation du fait intègre est importante. On a A0 ici, on peut simplifier. Ce qui signifie alors que 1 égale C0 D0. Alors, ainsi plutôt, peut-être. Ainsi, on va avoir que 1 est égal à C0 D0 par intégrité de l'anneau. Et du coup, ça veut dire quoi? Ça veut dire que C0 est inversible. Or, on a supposé qu'il n'était pas inversible. Contradiction. On a une contradiction. Avec le fait que C0 est non inversible. Puisque là, du coup, j'aurais D0 qui serait l'inverse de C0 dans l'anneau. Donc voilà, du coup, ça veut dire que l'égalité n'est pas possible. Autrement dit, les inclusions que j'ai écrites, donc là notamment pour celui-là, il est strict, et celui-là, avec un raisonnement analogue, est strict également. Ça marche? J'espère. Ok, alors je vais effacer... Oh non, je vais le laisser là, et puis je vais effacer le reste de l'énoncé, parce que j'en ai plus besoin maintenant. Hop. Histoire de voir la preuve, essayer d'avoir une vision globale de la preuve, ça peut être sympa. Hop. Ok. Donc, maintenant que je sais qu'il y a des inclusions strictes, je rappelle que A0 doit être un élément maximal de I. Donc ça veut dire que si j'ai une inclusion stricte avec un autre idéal, cet autre idéal ne peut pas être dans I. D'accord? Donc, comme A0 est maximal dans I, cela implique que l'idéal B0 et l'idéal C0, engendré par C0, ne sont pas des éléments de I. Et donc, comme B0 et C0 sont non nuls, non inversibles, ça implique que ces deux éléments doivent nécessairement s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles. Alors, B0 et C0 s'écrivent comme produit fini d'éléments irréductibles. Et vous voyez qu'on arrive à une contradiction générale. Donc une contradiction générale avec la supposition que, ok, on a cet élément maximal qui doit apparaître, puisque du coup on aurait A0 qui doit être un élément qui ne peut pas s'écrire comme produit d'éléments. Donc ça veut dire que ce truc-là doit être vide. Okay. Cela implique que A0, comme il s'écrit B0 fois C0, est un élément qui s'écrit comme produit fini d'éléments irréductibles. Donc s'écrit comme produit fini d'éléments irréductibles. Contradiction. Ce qui veut dire que I est vide
Et donc ça veut dire que en fait tous les éléments peuvent s'écrire comme produit d'éléments irréductibles. Et donc on conclut. Et voilà, on a donc terminé la preuve, résolu les deux questions qu'il fallait. Vous voyez maintenant la preuve en entier du point 2. Et vous voyez en quoi, et là, bon, là vous voyez que dans la preuve que je viens de vous énoncer, j'espère en tout cas vous convaincre que vraiment beaucoup de choses peuvent se comprendre en deuxième année de classe préparatoire. Cette histoire d'inclusion d'idéal, etc., c'est pas quelque chose, je pense pas que ce soit quelque chose si difficile à amener pour un élève de deuxième année de classe préparatoire. Il y a des idées vraiment qui peuvent venir plus ou moins tout seul. Je dis pas que tout pourra réussir à se faire par juste tout seul, peut-être avec quelques aides de la part de l'interrogateur, mais vraiment, je trouve que cet exercice est assez, d'une part, très intéressant pour son résultat, et d'autre part, intéressant aussi dans sa résolution, car vous voyez que je n'ai pas utilisé des choses si compliquées que ça dans la résolution. Et je trouvais ça très intéressant, c'est pour ça que je voulais vous partager cet exercice. Je jouais avec cette nouvelle notion qui est la notarialité d'un anneau. Alors maintenant que je vous ai prouvé cette propriété-là, qui dit donc que n'importe quel élément d'un anneau noethérien commutatif intègre peut s'écrire comme produit fini d'éléments irréductibles, je vais vous amener deux exemples intéressants. Un exemple d'un anneau noethérien qui n'est pas factoriel. Alors je rappelle, je l'ai dit très rapidement, mais je le rappelle ici. Dire qu'un anneau est factoriel, ça veut dire non seulement qu'on peut décomposer n'importe quel élément de A non nul et non inversible comme produit d'éléments irréductibles, de manière finie, bien sûr, ce produit, mais aussi que cette décomposition doit être unique à permutation des éléments près et à association des éléments près. Donc je le répète, deux éléments irréductibles sont associés si l'un est égal à l'autre en multipliant par un inversible. Bon bah là je vais vous montrer un exemple d'un anneau qui est neutérien mais qui n'est pas factoriel. Je ne vais pas faire l'épreuve, juste vous énoncer l'exemple. Et je pense que ça peut être intéressant de creuser si ça vous intéresse. Et puis ensuite je vais vous donner un exemple d'un anneau qui n'est pas neutérien. Et ça aussi c'est très intéressant à voir. Ok, donc je vais commencer par un exemple qui est neutérien mais pas factoriel. Et l'exemple qui n'est pas neutérien, enfin qui est neutérien et pas factoriel, c'est z crochet i racine de i. Donc, je vous fais aucune preuve, je vous énonce juste certains trucs qui peuvent être intéressants à creuser si ça vous intéresse d'aller voir. Donc là je donne un anneau. Donc un anneau neutérien non factoriel. Donc on a z crochet i racine de 5. Ça fait penser aux entiers de Gauss, hein, à peu de choses près. Donc en fait on va avoir a plus i racine de 5 fois b, avec a et b qui doivent être des entiers. Voilà l'anneau qu'on peut regarder. On peut s'amuser à vérifier que c'est bien un anneau. Ça, bon, c'est un exercice classique de deuxième année, de classe préparatoire, donc ça vous pouvez le faire. Par contre, vérifier qu'il est neutérien, ça demande un peu plus de boulot. Donc c'est bien un anneau neutérien, mais il n'est pas factoriel car en fait pour être factoriel, comme je l'ai dit, il faudrait que la décomposition en éléments irréductibles soit unique. Malheureusement, elle ne va pas l'être unique. Et en fait, ce qui va se passer, c'est par exemple, si je veux regarder 9, je peux l'écrire de deux façons distinctes, complètement distinctes. Je peux l'écrire comme étant 3 fois 3, hein. Bon voilà, le produit classique dans z, très bien. Mais là, comme je travaille avec z i racine de 5, je peux l'écrire aussi autrement, je peux l'écrire 2 moins i racine de 5 fois 2 plus i racine de 5. Je peux l'écrire donc de ces deux manières distinctes. La première est assez évidente ici, la deuxième moins. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que chacun des éléments qui sont ici sont irréductibles. Et de plus, lui ne peut pas être associé à 3, lui ne peut pas être associé à 3 non plus. Aucun de ces deux facteurs ne sont associés, donc ces deux-là ne peuvent pas être associés l'un à l'autre en multipliant par... que je fasse pas une bêtise en disant ça, je réfléchis 2 secondes. Donc normalement ces deux éléments ne peuvent pas... Oui, donc si je multiplie par i... Ah si, il y a quand même un moins 1, ok. Donc peut-être... Est-ce que je dis une bêtise Bon.
Je pense qu'on peut montrer que ces deux éléments-là ne peuvent pas être inverses l'un de l'autre. Je pense que ça ne devrait pas être trop difficile. Parce que je pense que les seuls inverses de zi racine de 5, ça pourra être encore une fois... alors je pense qu'il n'y aura que 1 et moins 1 en fait. On ne peut pas avoir i. J'y ai pas pensé là tout de suite. Mais on ne peut pas avoir i. Donc les seuls inverses, je pense ici, de z crochet i racine de 5. À moins qu'il y en ait d'autres de module 1 qu'on peut avoir avec racine de 5. Mais bon voilà, ça serait une question à se poser. Mais je pense que les seuls inversibles de ce truc là, c'est 1 et moins 1. Je ne peux pas passer de l'un à l'autre en multipliant par 1 ou multipliant par moins 1. Et pareil, je ne peux pas multiplier par 1 et moins 1 et obtenir 3 de l'autre côté. Donc ce sont des éléments irréductibles qui ne peuvent pas être associés l'un de l'autre et ça me donne donc deux façons d'écrire ce produit irréductible. Donc ça veut dire qu'il n'est pas factoriel. Donc voilà, donc là ça vous montre un exemple d'anneau qui peut être, je pense, assez intéressant quand même, parce que voilà, ça vous montre un exemple, parce que jusqu'ici, à mon avis, en classe préparatoire, on ne voit jamais ça. Et je trouve que ça peut être intéressant d'avoir en tête que la décomposition en éléments irréductibles n'est pas obligatoirement, si on travaille avec un anneau quelconque, n'est pas obligatoirement, d'une part, n'est pas obligatoirement vérifié, hein, parce qu'il faut quand même avoir un anneau neutérien, mais d'autre part, n'est pas nécessairement non plus... on peut très bien avoir des décompositions en éléments irréductibles, des produits en éléments irréductibles, des produits finis, hein, mais il se peut que cette décomposition ne soit pas unique. Et voilà un exemple intéressant. Un autre exemple intéressant, c'est un exemple d'un anneau qui n'est pas neutérien. Et un exemple d'anneau qui n'est pas neutérien, on peut prendre l'anneau des entiers algébriques. Alors je vais le noter peut-être pour faire écho à un ancien exo de colle. Alors je ne sais plus quel est le numéro, mais pareil, je le mettrai en référence. Donc je note AZ, ça va être l'ensemble des entiers algébriques, mais les entiers algébriques, je vais peut-être directement donner la définition. Donc un entier algébrique, c'est un élément Z dans C, tel qu'il existe un polynôme dans Z crochet X unitaire, tel que P de Z égale 0. Ok. Et il y a une différence par rapport aux anneaux, à l'anneau des nombres algébriques, hein, car ça c'était quelque chose qu'on a vu dans un ancien exo de colle. Alors je ne sais plus le numéro, mais je le mettrai en ref. On avait vu l'anneau des nombres algébriques, c'était quasiment la même définition, la seule différence, c'est qu'il doit exister un polynôme dans Z crochet X tout court. Je ne demande pas à ce qu'il soit unitaire. Et ce qui est bien, c'est que du coup on peut changer Z crochet X par Q crochet X, quitte à diviser tout le monde. Enfin, on peut montrer que si j'ai un polynôme dans Z crochet X, j'ai un polynôme dans Q crochet X unitaire, et voilà, enfin bref. Donc on peut ramener à Q crochet X. Et donc là c'est ça qui change vraiment beaucoup l'affaire. C'est le fait qu'on ne demande pas unitaire. Ça change vraiment beaucoup de choses. Donc voilà, donc ça c'était l'ensemble des nombres algébriques qu'on a vu dans un ancien exo de colle que je vous invite à aller voir si ça vous intéresse. Par exemple, il y avait donc l'exercice de colle qui était de démontrer que cet ensemble-là est même mieux qu'un anneau, c'est un corps. C'est carrément un corps, c'est quand même assez surprenant, mais c'est carrément un corps ce truc. Donc ce truc-là, c'est un corps. Mais le truc ici, c'est un anneau. Et ça ne peut pas être un corps. Pourquoi ? Parce qu'il y a des éléments qui ne vont pas être inversibles. Et par exemple, 2 n'est pas inversible dans cet anneau. Donc AZ, ça s'appelle l'anneau des entiers algébriques. Et donc, comme je suis en train de l'affirmer, 2 est un élément irréductible. Pardon, donc 2 est un élément irréductible. Alors pas irréductible, non inversible. Je suis en train de dire une bêtise. Donc 2 est un élément non inversible. Non, par contre, ce qui est très important à avoir en tête, c'est en fait que n'importe quel élément dans ce truc-là, ne peut pas être irréductible. Et c'est ça le gros problème. Donc en fait, dans cet anneau-là, n'importe quel élément n'est pas irréductible. Et je vais vous faire l'exemple avec 2. D'accord ? Donc 2 est un élément non inversible de A à Z. Pourquoi ? Parce que en fait 1 demi n'est pas dedans. Et pourquoi est-ce que 1 demi n'est pas dedans ? Donnez-moi un polynôme simple qui s'annule en 1 demi. Peut-être qu'un polynôme qui vous vient à l'esprit, ça serait 2x moins 1. Oui, mais ce polynôme il n'est pas unitaire.
Alors vous pourriez me dire, oui, bah, je vais faire x moins 1 demi. Oui, mais dans ce cas-là, 1 demi, c'est pas un élément entier. Voilà, essentiellement c'est là d'où viendra le problème. Et en fait, plus généralement, on peut montrer, juste pour vraiment appuyer fortement sur ça, si j'ai un polynôme qui s'annule en une fraction, donc je sais pas, genre a sur b, et que ce polynôme s'écrit, donc si je l'écris comme a, disons que c'est un degré n, donc a n x puissance n jusqu'à a0, donc si j'ai ça, alors ça veut dire que an doit être divisible par b. Donc b divise an. Ça c'est pas un exercice très dur, je peux vous inviter à le faire, si vous voulez, à le vérifier par vous-même. Donc montrer cette propriété là, si j'ai donc une fraction avec a et b qui sont premiers entre eux évidemment. Hein. Okay. On peut montrer alors que b doit nécessairement diviser an. Et bon bah ça veut dire que si j'ai une fraction dont le dénominateur est non nul et une fraction qui est irréductible, alors cet élément ne peut pas être un élément dans cet anneau. Et donc en particulier 1/2 ne peut pas être dedans. Voilà, je pense que c'est une explication assez claire. Donc là je vous ai donné d'abord des exemples, après vous pourriez me dire oui mais je pourrais peut-être trouver un polynôme plus grand. La réponse est non, parce que si je trouvais un polynôme qui marche, alors le coefficient devant le xn, donc le degré le plus haut qui apparaît dans les monômes de la décomposition du polynôme, le coefficient devant doit ne pas être égal à 1. Il doit être nécessairement divisible par le dénominateur, donc divisible par 2. Et voilà, ça pose un problème. Ok, j'espère vous avoir convaincu avec ça. N'hésitez pas à faire une pause et essayer de faire ça, hein, c'est pas très dur. Et puis bon bah, maintenant que je vous ai dit que 2 n'était pas inversible, bah en fait 2 n'est pas irréductible et en plus de ça ne peut pas s'écrire comme produit fini d'irréductible. Pourquoi? Bah parce qu'il y a d'autres éléments qui appartiennent également à l'anneau des éléments des entiers algébriques. Et en fait les autres éléments, bah vous allez voir c'est tout bête. C'est en fait je peux prendre n'importe quel 2 puissance 1 sur 2 puissance n. Donc en fait 2 à la puissance 1 sur 2 puissance n, bah ça c'est aussi un élément algébrique. Et puis en plus de ça, non inversible non plus. Donc pour tout n, ça va être vrai. Alors quel est le polynôme qui annulerait ce truc là? Bah, en fait c'est pas dur, c'est x puissance 2 puissance n moins 2. Et voilà, hein, donc ce polynôme là c'est bien un polynôme à coefficient dans z crochet x. Tout va bien. Et donc bon bah en fait 2 peut s'écrire alors produit des 2 sur donc 2 fois, enfin 2 puissance 1 sur 2 puissance n. Et je fais ce produit pour, il faut juste faire attention au nombre de termes, i allant donc de 1 à 2 puissance n. Donc là qu'est-ce qui se passe? J'écris donc 2 comme produit d'éléments qui sont en fait de plus en plus petits. Et chacun de ces éléments-là, en fait, ne sont pas irréductibles. Donc en fait, je vais me retrouver avec un produit infini, si vous voulez, d'une certaine manière, en fait, c'est ça qui va se produire. Et en fait, à chaque fois que je vais le décomposer, ce qui va se passer, c'est ça, c'est qu'à chaque fois que je vais décomposer ce produit, donc ça c'est vrai pour tout n d'ailleurs, mais là, les éléments qui interviennent, ce sont des éléments qui sont non inversibles, et en plus non irréductibles. Bon alors là j'ai fait un exemple simple, vous pourriez me dire ok oui d'accord ça c'est un exemple. Ça me dit pas forcément ce qu'il en est vraiment. Bah en fait ce qu'il en est vraiment c'est qu'on peut me démontrer, et bon là ça demande un peu de boulot, je vais pas le faire ici, mais on peut démontrer que n'importe quel élément non inversible n'est pas irréductible. Plus généralement, donc on a en fait que tout élément de l'anneau des entiers, de l'anneau des entiers algébriques non inversible et non irréductible. Et en fait, essentiellement, l'idée est à peu près la même que celle que je viens de faire. Il y a, en fait, bon, je pense que l'idée de la preuve pourrait se faire peut-être par l'absurde en disant, ok, supposons que Z s'écrit, enfin, que Z est irréductible, et le problème c'est que Z ne peut pas être irréductible parce que Z pourrait s'écrire, en fait, il y a racine de Z qui va être dedans, essentiellement c'est ça l'idée. Racine de Z est dedans, et donc Z peut s'écrire racine de Z fois racine de Z,
Et donc c'est mort. D'accord, hein. Donc l'idée générale, c'est que racine de z est aussi dedans. Racine carrée de z est aussi un entier algébrique. Et donc, enfin un entier algébrique. Et donc, si racine de z est un entier algébrique, alors z peut s'écrire racine de z fois racine de z. Mais racine de z fois racine de z, ce sont des éléments qui sont non inversibles. Et donc voilà, du coup ça contredit la propriété d'être irréductible, parce que si on avait un produit d'éléments, donc si z pouvait s'écrire comme produit d'éléments irréductibles, je recommence, pardon. Donc si z était irréductible, ça veut dire que racine de z serait inversible. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Excusez-moi, il fallait un petit temps pour remettre dans l'ordre les mots. Bref, voilà, j'espère que ça vous a intéressé. Je ne vais pas rentrer dans plus de détails, ça peut être intéressant pour vous. Là, l'idée, c'est vraiment de creuser un petit peu plus. Pour ceux qui ont envie de creuser un petit peu plus la notion de notarianité, c'est vraiment quelque chose, je trouve, d'assez intéressant, surtout si on n'a jamais croisé ça. Et j'espère, avec cet exercice, vous avoir permis de vous initier un petit peu à cette notion et peut-être vous avoir donné envie d'en apprendre davantage. Bon voilà, je pense que c'est suffisant, on est arrivé à 1 heure de vidéo, c'est déjà pas mal. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous connaissez des camarades qui pourraient être intéressés par cette vidéo ou par la chaîne de manière un peu plus générale. N'hésitez pas non plus à mettre en commentaire vos questions, vos remarques, vos retours concernant cette vidéo, bien entendu. Encore une fois, comme d'habitude, ici ce sera pour me soutenir, ici ce sera pour vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite clochette, ça peut être utile pour avoir les dernières vidéos qui sortent. Et puis enfin, 2 nouvelles vidéos vont se proposer à vous pour continuer à faire le tour de la chaîne. Sur ce, je vous retrouve très vite pour de prochaines aventures mathématiques. Portez-vous bien et à très bientôt. Salut à tous!